cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, c'est le Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac 92.1 FM que vous écoutez jusqu'à très loin maintenant depuis... il a pas de micro aujourd'hui, mais on a toujours Super Jean-Pierre à la technique. Alors il a été sympa, il s'est libéré pour nous aujourd'hui parce que normalement il était sur la technique des MTV Awards à Los Angeles, mais parfois il comprend les priorités et donc le Nouvel Entrepreneur passe d'abord, évidemment. Aujourd'hui, 3 invités qui font des choses complètement différentes, mais encore une fois, j'aurai encore des retours là-dessus, on n'a que des femmes aujourd'hui, encore, ça arrive souvent. Si les mecs pouvaient entreprendre plus et être intéressants aussi, si les deux ça serait sympa. Comme ça, je vous invite aussi, on ferait des émissions un peu plus mixtes. On va commencer tout de suite avec Coralie. Bonjour. Bonjour Karim. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Mais ça va super bien. Tes parents sont là ? Ah, mes parents sont là. Mes parents sont juste à côté, ils me surveillent. C'est le monsieur avec la grosse caméra là-bas ? C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter ? Le petit... Non ? Oh, j'ai eu peur. Le petit bonhomme en mousse ? Non, on va pas faire ça. On va parler pro plutôt, ça sera plus sympa. Ce sera mieux. Alors Coralie, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui ? C'est quoi ton parcours ? Alors moi, historiquement, j'ai toujours été une grande passionnée de l'humain. Depuis toujours, j'ai toujours adoré la relation humaine. Et j'ai été un petit peu dans un grand flou artistique en sortie d'école. Et je me suis dirigée vers le métier du commercial. Parce que je me suis dit, tout simplement, je vais rencontrer du monde, je vais avoir des contacts, des échanges, et ça va me plaire. Et j'ai fait ça pendant une bonne dizaine d'années. Okay. Commercial terrain, dans différents secteurs d'activité. Jusqu'au jour où j'ai arrêté, j'ai fait un bilan de compétences, et toujours intéressée par l'humain, je me suis dirigée vers le recrutement. Donc cabinet de recrutement, cabinet d'intérim. Pas tout à fait le même délire quand même. Pas tout à fait la même chose. Mais aussi, avec l'analyse de parcours, les entretiens de recrutement, c'était hyper intéressant, c'était passionnant. Je me suis pas vraiment retrouvée dans les valeurs du métier, tout simplement. Et je suis partie et j'ai intégré pendant 5 ans une association de chefs d'entreprise qui est sur Rumilly, qui s'appelle le Comité d'Action Économique. Et j'ai été responsable des relations entreprises dans cette association-là, avec du pilotage aussi de projets. Alors, cet organisme, c'est quoi ? Ça ressemble un peu, comme par exemple à la CPME ou des choses comme ça ? Un petit peu. Alors, c'est pas politisé, c'est pas un syndicat, c'est une association indépendante qui regroupe 270 chefs d'entreprise de l'Albanais au Savoyard principalement. Donc, jusqu'en Albanie ? Jusqu'en Albanie. Wow. Quel succès ! C'est ça. L'international, c'est mon truc. Bravo. Non, donc sur le petit secteur Rumilly, Albi, beaucoup de contacts et j'ai eu pendant cette expérience la chance de rencontrer des personnes extraordinaires, des métiers totalement différents, tout secteur d'activité, toute taille d'entreprise. J'ai vraiment adoré ce travail que j'ai fait pendant 5 ans du coup. Et fin 2021, arrêt forcé en burn-out. Après Covid. Après le Covid. J'ai été aussi responsable des informations Covid. J'ai été responsable du Covid. Non, des informations Covid pour les chefs d'entreprise. C'est moi qui ai mangé le pangolin. Très dense. Non, je mange pas de choses bizarres. D'accord, okay. Juste l'information Covid, c'est vrai que j'avais traité le dossier et fin de Covid, burn-out, décembre 2021, arrêt brutal, très brutal. Burn-out, c'est ce qui m'a un petit peu ouvert les yeux, on va dire, puisque je me suis arrêtée et je me suis inscrite sur une intuition à une formation de gestion émotionnelle. Okay. Qui a duré 6 mois sur les 6 premiers mois de 2022. Et c'est la chose qui m'a, je crois, le plus servi dans ma vie jusqu'à présent, parce que ça m'a servi à avoir le courage de quitter mon poste, de faire une reconversion et de retrouver un petit peu du sens dans ma vie, sens que j'avais complètement perdu. Okay. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir gagné en stabilité et 6 mois de formation, c'est quelque chose de très très dense, de très très costaud qui m'a vraiment apporté. Et du coup, reconversion, je suis partie en formation sur du coaching avec un aspect de neurosciences, parce que la gestion émotionnelle, c'est des neurosciences. Le fonctionnement du cerveau,
C'est absolument passionnant. Pour changer, je crois qu'on a besoin de comprendre. Et je suis devenue coach professionnel. Et aujourd'hui, je suis spécialisée dans l'accompagnement des dirigeants et des cadres de direction sur toutes les problématiques, justement, de stress, de surmenage, de perte d'équilibre de vie. Donc, pour remettre du sens dans sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Donc, ça rentre dans tout le cadre QBCT ? Un petit peu. Après, c'est pas pour les équipes. Donc c'est entre le coaching perso et le coaching pro. L'avantage avec mon parcours, c'est que j'ai une vision du monde de l'entreprise qui est assez globale entre la partie commerciale et la partie organisationnelle. J'ai pas forcément la partie financière où là, ce sera intéressant de s'intéresser, de s'entourer plus avec un expert finance. Mais par contre, effectivement, on peut faire déjà beaucoup de choses entre l'équilibre vie perso, vie pro, l'organisation de l'entreprise et un petit peu de performance. Alors, on va parler cercle d'or. C'est quoi qui t'a amené, du coup, pourquoi tu t'es dit c'est ça que je vais faire? C'est quoi le déclic peut-être? Parce que cette formation en gestion émotionnelle que moi j'ai faite, ça a été une énorme chance et ça a été la découverte d'une passion, vraiment. Et c'était une formation qui a été faite par une psy et par une coach qui m'ont dit mais tu as une façon d'écouter et d'interagir qui est très très proche de l'accompagnement. Pourquoi est-ce que tu vas pas? Et il y a une étincelle dans ma tête où je me suis dit mais oui en fait c'est peut-être là ma place. Tu t'es pas posé la question 10 ans, tu t'es dit ok. C'était l'opportunité en fait. J'étais en arrêt, je devais quitter mon poste, je devais faire autre chose. Je me suis dit, j'ai rien à perdre. Oui. Qu'est-ce que j'ai à perdre là, à l'instant T? Si c'est vraiment la question, c'est de devoir manger à la fin du mois, je pourrais toujours retrouver un job alimentaire pour manger. Oui. Mais au final, j'ai pas eu à le faire. Un job alimentaire pour manger, j'aime beaucoup. Ouais. Parce qu'un job alimentaire pour boire, c'est pas tout à fait pareil. Tout à fait. Ça méritait la précision. Oui, c'est ça, j'aime bien, je suis un amoureux de la langue française, ça s'entend. Donc du coup, il n'y a pas eu besoin d'une réflexion longue ou quoi que ce soit, ça a été évident pour toi? En 6 mois, ouais, ça a été évident. Et comment je veux dire, pour la suite, après, tu baignais déjà dans le monde de l'entreprise, mais l'entrepreneuriat, c'est quand même encore autre chose. Tu as dû te renseigner pour savoir le statut, comment t'allais faire, l'organisation, etc. Alors, je me suis renseignée, évidemment. Alors, le but, déjà, pour moi, c'était de reprendre confiance dans le monde de l'entreprise. Parce qu'après un burn-out, on est quand même un petit peu abîmé, on veut plus du tout faire la même chose. Je me suis beaucoup renseignée. Je me suis rendu compte que déjà accompagner des professionnels, c'était beaucoup plus mon ADN que d'accompagner des particuliers. Donc c'est pour ça, vraiment, j'ai un discours entreprise. Je connaissais déjà le monde de l'entreprise. Après, je me suis aussi fait accompagner sur mon lancement d'activité, sur la création de ce que je voulais réellement faire, etc., évidemment. Ok. Ouais, donc il y a quand même eu, la décision a été rapide, mais derrière il y a eu quand même pas mal de choses à gérer. En tout, j'ai passé quasiment 2 ans en formation. D'accord. Ok. Je sentais qu'il manquait un truc là tout de suite après cette phrase. Merci. Et donc aujourd'hui, comment ça se passe? Alors du coup, ton côté commercial doit te servir parce que j'imagine que tu fais pas mal de démarchage aussi. Oui. Après, je dirais quand on trouve quelqu'un pour être accompagné, je crois que c'est l'humain qui prime, au-delà de la démarche commerciale. Travailler avec quelqu'un pour qui le lien va pas être intéressant, qui va pas se sentir à l'aise avec moi, ça n'a pas de sens. Je veux avoir des clients avec la même vision, avec les mêmes envies, avec les mêmes valeurs. On va tourner autour d'objectifs. Mon boulot a quand même une dimension très personnelle, très confidentielle. Il faut que la personne soit en confiance parce qu'on va aller explorer évidemment la vie professionnelle, mais la vie personnelle est fortement liée au professionnel. Donc évidemment, il faut une dimension de confiance, d'humain, qui est vraiment au cœur de mon activité. Ok. Ça s'adresse à... Bon, déjà, c'est pour des cadres et des dirigeants, donc c'est plutôt pour des grosses boîtes? Pas forcément. TPE, PME, ça peut être un entrepreneur, tout simplement, qui a perdu pied. Hein. On parlera de Marjorie juste après, justement. Marjorie, avec grand plaisir. Non, mais combien d'entrepreneurs sont tout seuls et sont
pas forcément entourés, n'ont plus de temps pour leur famille, pour leurs enfants, pour leurs proches, pour leur vie sociale. L'équilibre de vie, c'est un équilibre subtil entre tous nos domaines de vie. Donc on a la carrière, on a la vie familiale, la vie de couple, la vie sociale, et puis notre épanouissement personnel à chacun. Alors, toi, en tant que coach, accompagnatrice, comment on dit ? Coach. Ok. Toi, en tant que coach, est-ce que tu entres dans la case des ceux qui sont là pour aider les autres ont eux-mêmes déjà des soucis à régler ? Alors j'ai travaillé sur beaucoup de mes soucis. J'ai tendance à dire que c'est un sujet sans fin. Donc tout ce petit équilibre, toi, tu as réussi à le mettre en place pour toi ou il y a quand même... Ça a été un effort. Ouais. Et chaque changement nécessite un effort. Ça a été un choc aussi, parce qu'effectivement, pour aller au burn-out, j'ai bien perdu mon équilibre de vie. J'ai dû me mettre à moi-même beaucoup de garde-fous, mais aujourd'hui, je suis très satisfaite de la vie que j'ai. C'est beau, ça. Oui. Marjorie, c'est beau. Oui, c'est beau. Est-ce que d'ailleurs, Marjorie, Camille, non, merci. Donc c'est très intéressant. Donc là, ça peut s'adresser à tout le monde, donc même le micro-entrepreneur qui a lancé, parce que alors ça arrive tellement souvent, qui a lancé son activité, mais en fait ça se passe pas du tout comme prévu, la base de la micro-entreprise, là aussi tu peux intervenir. Mais évidemment. Après, on se rend vite compte qu'au final, on est notre propre ennemi, quelque part, puisque derrière toutes les problématiques, il va y avoir des problèmes de gestion émotionnelle, il va y avoir des problèmes pour dire non, pour le regard des autres, pour poser ses limites, pour s'affirmer, pour énormément de sujets, des problèmes de confiance en soi, des problèmes en confiance pour les autres. C'est vraiment un ensemble qui fait que on va aller chercher tout ça, et c'est là où les neurosciences, moi, m'aident beaucoup. C'est pour ça que j'ai choisi les neurosciences, pour permettre à chaque personne de comprendre le fonctionnement de son cerveau et savoir pourquoi est-ce qu'il nous ramène toujours au même endroit, pourquoi est-ce qu'on a toujours les mêmes schémas répétitifs, comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'on désamorce tout ça. Et qu'est-ce que tu dis alors je reste sur l'indépendant, le micro-entrepreneur, qui fait comme beaucoup de micro-entrepreneurs qui travaillent du lundi au dimanche, qui ne s'arrêtent jamais, parce que faut y aller, il faut que ça bosse. Comment tu amènes le fait que non, il faut avoir des pauses, il faut savoir s'arrêter. Il y a un moment, il y a quand même une partie prise de conscience personnelle, qu'il n'y a plus de temps pour le reste. La première étape, c'est la plus dure et c'est celle qui doit faire tout seul, sans laquelle je ne peux pas intervenir, c'est la prise de conscience de la situation. D'accord. Derrière, on est d'accord qu'il y a une énorme pression sociale où on le voit partout. L'entrepreneur, il doit travailler tout le temps, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de dimanche, etc., etc. Moi, je dis non. Pourquoi ? On a tous besoin de temps de repos et au final, on est beaucoup plus productif après avoir pris un week-end, après avoir pris quelques jours de vacances. Par contre, il faut se l'autoriser. Parce que si tu ne te l'autorises pas, au final, tu vas fatiguer et puis tu vas être de moins en moins productif et tu vas culpabiliser et ça va être un cercle vicieux. Donc s'autoriser à faire une pause, à dire non, là je prends une journée, 2 jours, 3 jours complètement off et je ne fais rien, et ça c'est la clé. Ok. Est-ce que le message est passé, Marjorie ? Non mais c'est important. Non, parce que Marjorie, on en parlera après, mais elle entre dans toutes les cases qu'on vient d'énumérer. C'est vrai, pas toutes. Marjorie, je te donnerai mes coordonnées. Voilà. Comment on fait pour entrer en contact avec toi ? Écoute, je suis présente LinkedIn, Instagram, Facebook. Vous pourrez me trouver sur tous les réseaux. En cherchant quoi ? En cherchant Coralie As, H, 2 elle A apprend un peu et son un nom, seul S. c'est pas facile. 2 A et un seul S. De toute façon, le nouvel entrepreneur a publié mon nom hier sur LinkedIn, donc vous pourrez aussi me contacter Exactement. via ce biais. Parce qu'on fait bien les choses. Exactement, on est bien accueillis ici. Mais merci. C'est grâce à moi, parce que Jean-Pierre ne fait pas grand-chose. Mais... Non, j'allais justement dire que Karim, c'était pas terrible, mais bon. Eh bien, merci. Donc, Coralie, on te remercie de cette intervention. Merci, c'était très Karim, sympa, surtout c'était cette très dernière phrase. Et on va marquer une première pause. On se retrouve dans quelques minutes. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable.
Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Et c'est la deuxième partie du Nouvel Entrepreneur. Après Coralie As, H2AS, moi j'arrive à le dire du premier coup, c'est quand même fou, alors que c'est même pas mon nom. Et on va enchaîner avec Marjorie Deveau. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais avec plaisir. Comment ça va, Marjorie ? Ça va très bien. Ça tremble des mains ? Un petit peu. Alors Marjorie, là on est dans un domaine complètement différent. C'est de la photo. Oui. C'est de l'image. Oui. C'est de belles émotions. C'est, oui, surtout de l'émotion. Ouais. Et avant d'en arriver à tout ce détail-là, on va faire comme d'habitude. Ton parcours, il est passé par où ? Alors, j'ai un parcours un petit peu atypique. Moi, c'est vrai que j'ai eu un parcours pas forcément comme tout le monde. Et ça va, j'ai vieilli, mais à l'époque, on me demandait souvent quel âge j'avais quand je racontais mon parcours parce que j'ai fait énormément de choses. Donc, je vais vous faire un petit résumé pour pas que ça prenne tout mon temps d'antenne. Ouais, parce qu'on est assez limité quand même. Voilà. Mais dans les grandes lignes, moi, je suis partie après le bac de chez mes parents. J'avais commencé la fac de droit, mais j'avais pas trop accroché parce que j'avais pas trop envie d'être dans un bureau et vous verrez que c'est un éternel recommencement chez moi. J'avais pas envie de passer mon temps dans les papiers et je voulais être avocate, donc ça n'avait pas vraiment de sens. Donc du coup, j'ai décidé de prendre un autre chemin. Je suis partie en fait en formation en gendarmerie. J'ai fait 1 an et demi du coup en gendarmerie après en tant que membre de la gendarmerie et très vite je me suis rendu compte que c'était pas vraiment fait pour moi parce que je m'étais vraiment fait une idée du métier qui en réalité n'est pas vraiment en adéquation avec l'image que j'avais. C'est pas ce que t'attendais. Non, c'est pas ce que j'attendais. Je m'ennuyais. Et puis bon, après, je vais pas rentrer dans des grands débats, mais il y avait des gros soucis de réponse judiciaire aussi qui, moi, me contrarient énormément. Donc très vite, j'ai décidé de changer de chemin avant vraiment d'être engagée à vie, parce que il y a des contrats aussi qui sont un peu spécifiques, en tant que militaire. Du coup, c'est vrai que j'ai décidé de changer de voie et j'ai décidé de reprendre des études. Je voulais faire un BTS NRC, donc négociation relations clients. Donc je me suis très vite orientée vers ça. Malheureusement, j'ai eu des soucis de vie personnelle qui ont fait que j'ai dû arrêter. J'ai eu un accident de voiture qui m'a un petit peu abîmée. Donc du coup, j'ai très vite dû arrêter l'école parce que j'ai été en arrêt pendant très longtemps à cause de cet accident et donc je suis revenue dans la vie classique, normale, voilà. Avec le train-train sans pouvoir passer mon diplôme. Du coup, j'ai cherché un CDI, donc forcément à l'époque là, je cherchais plutôt orienté dans la vente. Donc j'ai travaillé donc à La Panière, c'est assez connu sur le territoire. J'ai été vendeuse pendant un temps. Après, je suis passée manager, donc j'étais responsable adjointe de magasin. Et d'ailleurs, un grand merci à la directrice qui, à l'époque, m'avait donné ma chance alors que j'étais toute jeune. Merci, Josiane. Non. Et voilà, du coup, j'avais pris cette voie-là. Et puis, après, je suis quelqu'un qui a tendance à assez vite m'ennuyer, je pense. Et donc, c'est vrai que, en fait, on va dire que le parcours classique, c'est de passer manager par la suite. Et en fait, moi, je me voyais pas du tout passer manager parce qu'en tant qu'adjointe, je faisais quasiment tout. Et j'avais envie, de relever d'autres défis, en fait. Donc, très très vite, je me suis dit, il faut que je passe à autre chose, il faut que je change. Et donc, du coup, j'ai fait une reconversion professionnelle. Encore, rien à voir, dans la banque assurance. Et après, du coup, j'ai fait de la gestion de patrimoine. Voilà, donc rien à voir. Mais j'étais très intéressée par les finances. T'as jamais été attirée par les trucs les plus fun au départ ? Non. Non, mais après, alors, c'est des aspects techniques qui sont très intéressants. Enfin, moi, je me suis vraiment après spécialisée dans la gestion de patrimoine. Et j'ai travaillé pendant assez longtemps très relatif, dans un cabinet de gestion de patrimoine à Grésy-sur-Aix. Et c'est vrai que tout l'aspect technique du métier est super intéressant. Mais encore une fois, je me suis retrouvée dans un bureau. Voilà, donc je faisais 8h30, 18h30, 19h dans un bureau toute la journée avec des petites pauses repas. Et puis ça me convenait pas. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu la période Covid et je pense que ça a servi à énormément de monde cette période-là. Moi, ça m'a réveillée. Je me suis dit, parce que je me suis retrouvée aussi chez moi et que je me suis dit, en fait, est-ce que cette vie-là, elle te convient ? Est-ce que tu as vraiment envie de faire ça toute ta vie ? J'avais fait un master, j'étais en CDI, tout allait bien, mais voilà, il a fallu que je change de voie. Et donc, du coup, vu que je faisais de la photo depuis très longtemps et que j'avais jamais... moi, j'ai mis du temps, par contre, contrairement à d'autres. J'ai mis beaucoup de temps à passer le cap, vraiment de passer en indépendante. Et donc, du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai décidé qu'il fallait que je me lance parce que sinon, j'allais avoir des regrets.
Voilà. Donc du coup, j'ai pris le coup de taureau par les cornes et j'ai eu de la chance parce que mon employeur, enfin ma patronne, mon ancienne patronne, m'a accordé une rupture conventionnelle, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé parce que les droits au chômage sont différents que si on démissionne. Et du coup, voilà, je me suis lancée comme ça et l'aventure a commencé et maintenant ça va bientôt faire 3 ans. Donc voilà, c'est une belle aventure. Et pourquoi du coup, tu as choisi de te lancer sur ce domaine-là plutôt qu'un autre ? Alors moi, il faut savoir que qui est en plus d'ailleurs totalement opposé à tout ce que tu as pu faire avant. Oui, alors c'est opposé. Après, il y a toujours un vecteur, c'est la relation humaine. Par contre, ça reste toujours dans le centre de mon métier. Je suis en train de m'imaginer le type de relation humaine qu'on a quand on est à la gendarmerie, c'est sympa aussi. Ouais, c'est sympa aussi. Ouais. Non, ouais, ça c'était vraiment tout au début. Après, je suis vite partie dans la vente, donc c'est vrai qu'on a quand même le contact avec les clients, etc. Du coup, voilà, tu m'as perturbée. Je sais plus ce que j'ai raconté. Eh ben, c'est fini. Oui. Non, la photo. Du coup, oui, j'en viens à ça. Donc, effectivement, moi, la photo, j'en fais depuis bientôt 10 ans. Sauf que j'en faisais toujours à côté de mes activités principales. Et du coup, c'est vrai que voilà, moi, j'ai commencé en étant de l'autre côté de l'appareil. J'étais dans le mannequinat. J'ai attaqué vers 18 ans, 19 ans. Et très vite, en fait, j'ai sympathisé avec des photographes. Et du coup, ça m'a attiré vraiment le côté de l'autre côté de l'appareil. Donc, j'ai commencé à apprendre avec eux. J'ai eu de la chance, j'ai été très bien entourée. C'est encore des amis à l'heure actuelle. Enfin, vraiment, voilà, des amours qui m'ont donné beaucoup de clés et en fait, et qui m'ont donné aussi des opportunités professionnelles pour commencer sur certaines choses, notamment le mariage, dont je suis maintenant actrice. Et voilà. Et du coup, petit à petit, en fait, je me suis formée un petit peu sur le tas, parce que moi, j'ai pas eu de formation dans la photo. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est venu la photo, en fait. Okay. Et donc, là, tu parlais de mariage, donc maintenant, tu fais surtout du mariage ? Alors, je suis spécialisée dans le mariage. Après, là, c'est vrai que les 3 premières années, j'ai eu des grosses saisons au niveau des mariages. Je tends à réduire parce que le mariage, c'est assez épuisant en termes de quantité de travail, en termes de, voilà, même le jour J, en fait, les gens se rendent pas forcément compte, mais on fait des très grosses journées. Toujours vivre le jour heureux des autres. Pas du tout. Ah, pas du tout. Moi, c'est non, honnêtement, c'est vraiment moi, c'est le cœur. C'est pour ça que je fais du mariage. C'est parce que ça me fascine et moi, je suis hypersensible en plus. Donc, est-ce que quand tu es sur un mariage et que tu fais des super photos, est-ce que à ce moment-là, tu penses aussi au taux de divorce, les statistiques, non, tout ça ? Non, pas du tout. À ce moment-là, on pense juste au bon moment. Ouais. En fait, moi, je suis tellement noyée par tout l'amour déjà que les maris se donnent entre eux, tout l'amour aussi qu'ils donnent à leurs proches et juste le bonheur en fait sur leur visage et les émotions qu'ils vivent le jour J que je peux pas penser à leur divorce. C'est pas possible. Okay. Voilà. Donc c'est vrai que les mariages c'est quelque chose que j'affectionne vraiment particulièrement, mais j'ai envie de réduire parce que j'ai envie de garder cet amour pour le mariage et en fait si on en fait trop, vu que c'est très lourd en charge de travail, on peut vite se dégoûter de ça. Donc du coup j'ai envie de garder ça, mais j'ai envie de développer aussi tout mes autres activités à côté. Donc c'est vrai que je fais aussi de la photo de famille, donc plutôt axé grossesse, naissance. Tout ce qui tourne autour de la famille, bien sûr. Et ensuite, je développe aussi en ce moment la partie corporate, donc photo d'entreprise. Donc, je vais faire des reportages, je fais des photos de chefs d'entreprise et des reportages au sein des entreprises. Et c'est plutôt typé TPE, PM. Ok. Ça se passe comment, le côté corporate ? C'est lancé ou ça va se lancer ? Non, c'est déjà lancé. J'en fais déjà, voilà. Et du coup, c'est quoi ? C'est de la prospection ? Non, pas forcément. C'est beaucoup du réseau en fait, finalement. Moi, c'est vraiment au fur et à mesure. C'est un peu la partie corpo. Au début, je voulais pas trop en faire, et puis finalement, c'est venu à moi par le réseau. Et en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que le côté humain, encore une fois, prend le dessus. Et en fait, moi, c'est vraiment le contact que je vais lier avec les chefs d'entreprise qui vont faire qu'on va travailler ensemble. Et ensuite, bien évidemment, j'aime mon métier de l'image parce qu'on transmet des choses. Et là, c'est vraiment comprendre aussi leurs besoins à eux, ce qu'ils ont envie de transmettre, le cœur de leur activité, etc. Et donc, du coup, nous, on doit retransmettre dans l'image. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Ok. La photo d'entreprise, je parle de photos, de la photo des gens, quoi, du patron, du cadre, oui. Etc. Machin. Je veux dire, j'imagine que si tu le fais, la réponse c'est oui, et c'est là que ça va être intéressant, mais j'allais dire, c'est passionnant de faire ça. Oui, c'est intéressant. Ouais. Mais encore une fois, je pense que ça passe beaucoup par le lien qu'on noue avec les chefs d'entreprise. Ouais. Parce qu'en fait, moi, quand je vois beaucoup de photos de profil sur LinkedIn, je me dis, c'est de la bonne qualité, mais dans l'aspect, c'est du photomaton, quoi. Ah, c'est horrible de dire ça. Alors non, alors le but, c'est justement de retransmettre l'image sérieuse du chef d'entreprise, mais sans en arriver à ce que le ressenti soit ça. Enfin, ça, c'est vraiment le but du photographe, c'est d'aller, de créer un lien, de mettre la personne en confiance pour justement ne pas avoir cette image de photomaton, sinon ça n'a aucun intérêt. Et si j'ai envie, j'aimerais avoir ton conseil du coup, si j'ai envie que ma photo de profil LinkedIn, ce soit une photo de moi de dos,
On peut le faire, ça, tu arriveras à en dégager quelque chose? On peut le faire, mais enfin, ça dégage beaucoup moins de choses quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le regard, le sourire, la posture, donc de dos, c'est un peu moins intéressant. Il paraît que si on est bon comédien, on peut voir de dos si on sourit ou pas. Ouais, je suis pas sûre. Bon, tant pis. Donc, corporate, entreprise, ok. Et famille. Et famille, Ouais, oui, famille. J'y viens. un après l'autre. Non, on fait des photos des familles, des cadres et des familles, tous ensemble. Donc, côté famille, ça se demande encore. Moi, quand tu en parlais tout à l'heure, après, t'as dit naissance, grossesse. Ouais. Mais je me demandais à ce moment-là, les bonnes vieilles photos de famille, comme on faisait il y a 100 ans, là, tout le monde se réunit, on est dans le jardin, et puis il y a le photographe qui débarque. Ça se fait encore, ces trucs-là? Alors oui, ça se fait. Des fois, j'ai des demandes. C'est un peu spécifique. C'est surtout pour marquer le coup, en fait, sur certains événements, parce que malheureusement, les familles, maintenant, de plus en plus, on est éloignés géographiquement. Donc, les regroupements familiaux sont de plus en plus rares. Donc, c'est plutôt... Ouais. On va te demander des photos de cousinade. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est juste que c'est des opportunités. Et donc, du coup, c'est l'occasion pour faire une photo avec tout le monde. Parce que c'est vrai que sinon, quand vous regardez vraiment la vie maintenant, à l'heure actuelle, avec les familles recomposées, avec les éloignements géographiques, etc., les occasions où on regroupe vraiment les familles, c'est les très grandes occasions, style mariage. On n'en fait pas tous les jours. Et malheureusement, les enterrements. Hein. Ouais. Donc en fait oui, ça se fait encore. Après moi dans ma typologie d'activité vraiment on va plus être sur de la photo studio ou extérieur, vivante, voilà, plutôt famille en termes pas grande cousinade mais plutôt famille restreinte, couple plus enfant quoi. Ok. L'aspect comment dire, l'IA, parce que par exemple là je vois les pubs du nouveau téléphone Google où on fait une photo sur la pub, je sais pas si vous l'avez vu. C'est la femme avec son enfant dans les bras. Elle fait la photo et ensuite elle sort de la photo et c'est le mari qui y va et qui se pose. Elle reprend la photo et du coup ça les met ensemble comme s'ils avaient fait la photo tous ensemble. Ouais. Et quelle est ta question? Ma question justement, c'est est-ce que ce genre de procédé c'est quelque chose qui t'inquiète un peu pour l'avenir ou pas du tout? Non, pas du. Enfin, oui et non. Alors moi, je suis partisane de dire que l'IA c'est un outil qu'on doit développer, même nous en tant que photographe, et encore qu'il y a des vigilances, notamment en termes de propriété intellectuelle, mais ça c'est encore des autres débats qu'on peut pas forcément aborder sur des formats courts. Mais je suis pas inquiète parce que en fait, la photo, ça passe aussi par la relation avec l'humain. Voilà, avec l'artisan que vous allez voir. Et moi, la plupart des shootings que je fais, c'est aussi parce qu'il y a eu un bon contact avec mes clients. Et c'est pour ça que ça a matché, et c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Maintenant, l'intelligence artificielle, oui, ça va se développer. Oui, il va y avoir des choses super à faire avec. Ça, il n'y a pas de souci, mais ça remplacera pas le contact. En fait, moi, ce que je dis aussi souvent, c'est que par exemple, des fois, j'ai des clients qui sont un peu frustrés parce que je fais des formules où il y a un nombre de photos dedans et qui me disent « Ah, mais ça va être super dur de choisir et tout. » Mais en fait, au-delà de la restitution en elle-même, des photos en elles-mêmes, c'est aussi c'est un moment à passer en fait. Et quand vous faites par exemple une séance famille, c'est un beau moment à passer avec vos proches en fait, avec votre cercle restreint. Et du coup, ça va au-delà de l'image en fait. C'est vraiment un tout. Donc l'intelligence artificielle pour moi, ça va être un outil et c'est super chouette. Hein. Moi, je m'en sers déjà pour certaines choses. Et après, on pourra en faire d'autres choses, mais c'est pas non plus pour l'instant, en tout cas, c'est pas un ennemi et ça va pas supprimer notre métier en fin de compte. Ouais. Enfin, voilà, vous allez pas faire des photos de mariage par exemple avec une IA. Enfin, non. Voilà. Et il y a des photos sur le vif. Oui. Mais du coup, pour les photos où les gens posent, est-ce que je veux dire, tu parles avec eux, t'es pour faire ressortir des choses, C'est mieux. Non, mais je veux dire, tu leur dis pas juste, bon, alors mettez-vous là, souriez. On y va. Alors, je vais rebondir sur cette question pour parler un petit peu de mes valeurs parce que je trouve ça important. Tout simplement parce que moi, je suis beaucoup dans le saisir l'instant et c'est vraiment quelque chose que je mets en avant, notamment dans la photographie de mariage, mais aussi sur les autres typologies de séances. L'idée, donc, moi, j'ai des valeurs, hein, c'est empathie, bienveillance et respect, dans un sens comme dans l'autre. L'idée, c'est vraiment de faire passer le message à mes clients qu'on est dans un endroit où la confiance est là, que l'empathie est là et je suis pas là en fait pour les juger parce qu'aussi je fais des séances qui sont plus axées estime de soi. Donc là, c'est vraiment important que ce cadre soit là et que la personne elle se sente bien avec moi, sinon ça peut pas matcher parce que l'idée c'est de leur faire aimer leur corps à nouveau. Mais bien évidemment, même en studio, en fait, je vais interagir avec eux, je vais les aider notamment dans les pauses entre guillemets et puis après je vais leur faire aussi avoir des interactions, donc ça dépend s'ils posent seuls ou pas, tout simplement. Mais l'idée c'est malgré les pauses d'aller saisir l'instant.
Ouais. Voilà. Donc je les amène, on interagit parce qu'il faut les faire sourire naturellement, il faut les amener à ce qu'ils soient à l'aise ou qu'ils fassent des gestes qui pour eux en fait sont naturels. Il n'y a pas que de la pose en fin de compte. Voilà. Donc c'est pour ça. D'accord. Est-ce que Coralie, tu veux intervenir? Je sens que non. Merci Coralie. Non, c'était très intéressant. Ok, donc je n'ai pas beaucoup d'interventions aujourd'hui. Déjà, les filles, vous êtes super calmes. On est écoute. Vous êtes passionnés par. Oui, c'est vrai, on boit les paroles. Ouais. Et donc du coup, tu parlais que tu as fait du mannequinat. Pourquoi c'est un truc que tu n'as pas continué du coup? C'est l'aspect technique et de l'autre côté, ça t'a plus intéressé? Non, alors c'est très simple. À l'époque, j'étais agencée sur Lyon. Dans une agence de mannequinat et en fait j'avais pas beaucoup de travail avec eux, donc tout simplement j'ai voulu switcher d'agence. J'ai été retenue dans une autre agence à Lyon. J'ai été les voir, ils m'ont fait faire mes photos pour mon book et assez vite ils m'ont dit les photos lingerie on les fera d'ici 1 mois parce qu'il faut que tu maigrisses. Et voilà, à l'époque, c'est toujours sympa ça. Voilà, je faisais 53 kilos pour 1m74. Okay. Donc je ne savais pas d'où fallait que je maigrisse. Je me suis dit peut-être il faut que je m'enlève des côtes. Donc voilà, je me suis dit en fait tu réponds pas aux standards, donc arrête là parce que ça sert à rien d'y laisser la santé. Et c'est vrai qu'après, vu que j'avais déjà noué avec des photographes et que j'avais déjà été un petit peu de l'autre côté, très vite en fait je me suis plus passionnée de ce côté-là que de rester dans des standards qui me correspondaient pas. Et quand on t'appelle pour des photos, que ce soit du mariage ou autre, comment ça se passe? Il y a un échange d'abord. Je veux dire, c'est pas juste OK, je viens tel jour, préparez-vous, non? Ouais, alors en fait, ça va dépendre des clients parce que j'ai des clients qui vont réserver en ligne et donc du coup, il y a un process qui se fait directement, mais on a toujours un échange quand même avant la séance parce que comme je vous l'ai dit, il faut quand même que qu'on noue un lien, etc. et que ça se passe bien pour eux. Mais en fait, dans l'idée, oui, ils m'appellent, ils me demandent des renseignements, je leur explique comment se passe la séance et puis après, il y a toute une préparation. Il y a l'avant, donc il y a un questionnaire qui leur est envoyé pour savoir si vraiment ils ont vu des choses qui les ont intéressés, pour savoir aussi comment ils sont physiquement, parce que quand je les ai au téléphone, je les vois pas. Et c'est important pour la colorimétrie, etc., pour pour préparer la séance moi de mon côté, notamment pour les séances grossesse où j'ai des tenues que c'est moi qui leur apporte, donc il faut que ça aille aussi avec leur plan de peau, etc. Voilà. Et puis après, s'ils ont des questions, ils m'appellent. Ils ont une petite fiche aussi, un petit PDF préparation à la séance pour être bien et savoir aussi avoir les petites vigilances à avoir avant la séance, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc dans l'humain. Dans l'humain, toujours. C'est beau. Je ne sais pas si Jean-Pierre nous entend, mais on a besoin d'un technicien dans le studio, au cas où. J'ai trop parlé, c'est la fin. On lance. Non, c'est qu'on n'en peut plus. Là. On va lancer la deuxième pause, on se retrouve juste après, et là, on va parler chiffres. Attention, ça sera quelque chose. Je sais. La radio locale, pour vous, c'est Radio Grand Lac. Le nouvel entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Et nous sommes de retour, 3e partie du nouvel entrepreneur, et cette fois-ci, on est avec qui? On est avec Camille. Camille qui? Camille Kirkor. Yes, on est avec Camille Kirkor pour cette 3e partie. D'ailleurs, Camille Kirkor, c'est un nom qui est très utilisé par les orthophonistes avec les enfants. C'est vrai que c'est pas facile à ça dire les aide et à beaucoup retenir. à l'articulation des queux, non, c'est hyper important. Oui. Alors qu'avec Marjorie Deveau, par exemple, c'est un nom, on peut pas en faire grand-chose pour éduquer les enfants à mieux parler, à prononcer les choses correctement. Trop facile. Camille Kirkor, là, on a quelque chose. C'est vrai. Kirkor. Exactement. Et surtout que le K, c'est pas extrêmement répandu, donc c'est vachement bien de l'utiliser 2 fois, je trouve. C'est vrai, c'est au cas où. Il n'y en avait pas assez de C'est ça. consonnes. Comment ça va, Camille? Ça va très bien, je suis ravie d'être ici, et toi? Bien écoute, ça va très bien, je suis aussi ravi d'être ici. Donc c'était très sympa, merci. Je t'en prie, à bientôt. Merci de m'avoir écouté. On va prendre le même schéma que pour tout le monde. Donc Camille, le parcours, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je dis ça, j'ai l'impression que ça fait un genre. Mais alors, quand c'est que ça a merdé, Camille? C'est ça. Je pense que si on est ici, c'est que ça a forcément merdé Il s'est à passé un des moment. choses. Voilà, Ça, c'est exactement. Bon. Donc de mon côté, c'est vrai que j'ai eu aussi un parcours, on va dire, atypique. Je pense que au tout démarrage, j'étais passionnée par les chevaux et je le suis encore. D'ailleurs, je pratique assez régulièrement. Mais à l'époque, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et c'est pour ça que je m'étais orientée vers le milieu agricole. Donc j'ai fait des études là-dedans, mais je m'étais quand même
mis sur des études assez générales. Donc vous allez me dire, mais comment est-ce que tu as basculé du coup du côté agricole vers les chiffres? Alors mon métier en fait c'est ce que faisaient avant mes confrères ici. Donc c'est la gestion de patrimoine. Donc à l'époque, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu m'orienter justement vers le commerce parce que j'aime beaucoup les personnes, j'aime échanger avec les gens et j'avais envie d'avoir ce contact-là et c'est tout naturellement pour ça que je me suis orientée vers une licence. Mon métier c'était de vendre des produits agricoles, mais je voulais pas m'arrêter là, c'est pour ça que je suis allée à Paris pour faire un master en management d'ingénierie d'affaires. Je suis retournée à la maison, donc dans notre bassin savoyard, et j'ai eu la chance ou l'opportunité, je devrais dire, d'intégrer un gros groupe assurantiel qui proposait aussi de la banque, hein, parce que de toute manière aujourd'hui les assurances font banque et les banques font assurance. Donc j'ai eu quand même pas mal d'années d'expérience là-bas. Je m'occupais des chefs d'entreprise, des entreprises, qu'elles soient agricoles ou non d'ailleurs, hippiques aussi. Ça allait de 20 à 150 salariés, mais j'ai évolué très rapidement, mais je pense que, parce qu'aujourd'hui j'ai 28 ans, et j'ai ouvert mon entreprise en 2020, donc ça fait un petit moment déjà, et à l'époque j'avais déjà évolué très rapidement, et je me suis, je pense... j'ai été confrontée, on va dire, à la limite du salariat et à une forme de plafond de verre. Alors c'est vrai que j'étais cadre, j'avais un bon salaire, j'avais une voiture de fonction, j'avais des collègues avec qui prendre le café, aller au restaurant, c'était confortable. Mais il y a eu forcément un mais, encore une fois. C'est que... en fait, je me suis retrouvée vraiment à cette limite du salariat. C'est du moins l'impression que j'avais à l'époque, c'est-à-dire, voilà, j'avais en tant que conseillère des objectifs de chiffre d'affaires à faire qui étaient de plus en plus difficiles à atteindre. J'avais donc des salaires qui étaient de plus compliqués à avoir, une vraie pression de la hiérarchie, mais je pense qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises, mais avec ce plafond de verre, justement, j'avais plus de possibilités d'évolution financière ou même dans ma branche. J'avais vraiment ce nez dans le guidon. Et du coup, tu étais enfermée dans une place, quoi. J'étais enfermée dans une place, j'avais pas de possibilité d'évolution et la seule chose qui me maintenait à l'époque, c'était mes clients. Parce que j'adorais ce que je faisais et il y avait quand même un sens envers eux. Mais j'ai compris que ce sens, en fait, était assez superficiel. Pourquoi ? Parce que justement, grâce à la Covid-19, ça m'a fait... j'ai pu faire une pause, hein, comme beaucoup de personnes, parce que j'avais un métier non essentiel. Donc, j'avais mes clients au téléphone ou par mail. Et j'ai pu prendre un peu de temps pour me recentrer sur moi-même et notamment sur mes finances. À l'époque, j'étais déjà propriétaire de ma résidence principale et je faisais un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que je remplissais mes livrets bancaires sans forcément d'objectif à la suite. Et c'est là que j'ai rencontré justement par recommandation un ami d'un ami, etc., un gestionnaire de patrimoine, ce terme générique qui fait peur, qui veut tout dire et rien dire à la fois en fonction de l'interprétation que l'on a. J'ai eu un vrai déclic. Alors, c'est vrai que c'est un cumul d'événements, il n'y a pas que ça, mais il faut savoir que j'ai toujours été attirée par le côté financier des choses. J'ai toujours aimé les chiffres, bien que de base je sois nulle en maths, mais ce que j'ai aimé, c'était vraiment, je retenais la date d'anniversaire pour la souffler à mon père, je demanderais à chaque fois, et ça, combien ça coûte, etc. J'ai toujours été attirée par la valeur des choses. Ces chiffres m'ont vraiment toujours attirée. Et justement, quelques années plus tard, quand je travaillais dans ce gros groupe-là, j'ai beaucoup de clients, quasiment tous mes clients en fait, qui me disaient mais Camille, tu devrais faire gestionnaire de patrimoine. Donc, pourquoi on en est arrivé là ? C'est parce que nos échanges, justement, se dirigeaient toujours vers ce côté financier, mais à l'époque... Mais c'est quelque chose que tu t'étais jamais dit toi-même. C'est les autres qui t'ont amené l'idée au final. C'est les autres qui m'ont amené cette idée-là. D'accord. Exactement. Parce que pour moi, justement, j'étais confrontée à ce plafond de verre, à cette limite de salariat. Je n'avais que ce que l'entreprise pouvait me donner. Et à l'époque, elle ne pouvait pas me donner justement ce poste de gestion de patrimoine. Donc, je m'étais pas posé la question plus que ça parce que d'une certaine manière, je m'épanouissais dans ce métier-là. Parce que j'aimais mes clients. Mais ces mêmes clients-là m'ont dit, mais fais gestion de patrimoine. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était très frustrant de devoir passer la main à ce fameux gestionnaire de patrimoine, alors que j'adorais parler de ces sujets. Cette personne-là, en plus, n'était pas forcément très bien reçue par les clients parce qu'elle était très technique dans ce métier-là. Et ils me regardaient avec des gros yeux ronds pour que je leur traduise que cette personne-là... Qu'est-ce qu'elle a dit, Camille ? Donc, ils me regardaient et j'étais obligée d'apporter de la pédagogie.
justement. Et ça a été un de ses premiers déclics. Donc, l'idée, c'était de changer de métier. Pourquoi ? Parce que j'avais cette frustration de ne pas pouvoir aider mes clients, et moi, j'avais le devoir envers mon employeur de vendre des solutions qui ne répondaient pas forcément aux objectifs de la personne que j'avais en face, tout simplement pour répondre aux objectifs de vente de mon employeur et non aux objectifs de vie de la personne. Donc après ça, j'ai très rapidement demandé à changer de métier et à basculer du côté de la finance. Et figurez-vous qu'ils ont été sympas. Ils m'ont proposé un poste. Ok. Mais à l'autre bout de la France. Alors que je venais de revenir dans le coin. Donc, j'étais pas prête, encore une fois, à devoir changer complètement de vie. Donc, ce que j'ai décidé, j'ai passé toutes mes habilitations qui me manquaient. Donc, l'habilitation de l'autorité des marchés financiers, conseillère en investissement financier, c'est un peu de jargon, mais c'est pour vous expliquer que voilà, ça représente un peu la ceinture noire du côté finance. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé ma propre opportunité. Je n'allais pas attendre qu'on me propose cette opportunité-là. Je ne voulais pas passer à côté de mes rêves, de mes envies, comme beaucoup de personnes actuellement le font. J'ai donc ouvert mon entreprise pour plusieurs raisons. Je peux choisir mes clients, bien que je n'ai jamais rencontré de mauvais clients, son rythme de travail, avoir une rémunération qui était aussi à la hauteur de mon travail, parce que en tant que commercial, ça a toujours été une vraie culture, la culture du salaire, mais pas que ça. C'était aussi pour me libérer justement de cette hiérarchie qui me demandait de vendre tout et n'importe quoi. Je voulais vraiment redonner un vrai conseil, un vrai sens à mon métier. Je me rappelle, pour la petite anecdote, une de mes alternances du côté de Paris, je vendais à l'époque des formations de VTC. VTC, c'est tout ce qui est véhicule de transport avec chauffeur, le concurrent direct du taxi parisien. Et les personnes qui étaient intéressées justement par ces formations-là n'avaient pas forcément les moyens de payer les formations. Donc, mon ancienne chef de l'époque m'avait dit, mais Camille, si tu veux réussir, si tu veux vendre, il faut que tu demandes à ces personnes-là s'ils n'ont pas un parent, un frère, un père, un ami qui peut leur prêter l'argent pour payer la formation. Ouais. J'ai trouvé ça horrible comme démarche. Donc, j'ai refusé de faire ça, de vendre coûte que coûte. Après cette expérience-là, je suis vraiment pas restée longtemps et je suis partie ailleurs. Donc, comme vous l'avez compris, j'ai vraiment créé cette entreprise parce que j'avais vraiment envie de développer une activité qui soit concrète et surtout utile pour les autres. Mon métier, il est vraiment très simple. Aujourd'hui, ce que je propose, c'est simplement d'être là, d'être au cœur de l'humain. On nous apprend en France, mon métier, il est vraiment issu d'un constat. En France, c'est vrai, on nous apprend à faire des études, on nous apprend à gagner de l'argent, mais après, malheureusement, il se passe quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? On demande conseil à sa banque. Combien de personnes ça dépend du niveau de confiance qu'on met en son conseiller. Exactement. C'est exactement sur ça. Enfin, je vais rebondir sur ça parce que combien de personnes, combien d'entre nous ont déjà contacté sa banque pour avoir un conseil sur un placement ? On a eu un rendez-vous 3 semaines après pour ressortir avec un contrat à signer sur une alarme ou une caméra maison ou sur une nouvelle responsabilité civile pour les pros. Enfin voilà. Je jette pas la pierre parce que j'ai été à leur place, donc c'est vraiment un problème d'entreprise privée, de hiérarchie, de chiffre d'affaires. Mais finalement, le résultat est le suivant, on se retrouve avec des produits qui répondent aux objectifs de vente de la banque, de l'assurance, et qui ne correspondent pas, encore une fois, à nos objectifs de vie. J'ai dit tout à l'heure justement que j'aimais parler de la finance, que j'adorais ce sujet, c'est vrai, mais en réalité, les solutions d'investissement, placement financier immobilier, comme l'assurance vie, plan d'épargne retraite, les plus connus, SCPI de rendement fiscal, on a private equity, placement forestier, je vous ai perdu, c'est normal. Pas mal. Toi, c'est vrai qu'on a une experte en gestion de patrimoine, mais tout ce qui est monument historique. J'aime bien quand tu parles turc, c'est intéressant. Ou chinois, c'est comme tu veux. Déficit foncier, private equity, FIP, FCPI, enfin voilà, toutes ces solutions, peu importe lesquelles en général, c'est simplement des outils. Et ces outils, ils nous servent simplement, à répondre à des objectifs de vie. Parce qu'aujourd'hui, le cœur du sujet, c'est l'humain, et on n'en parle pas assez.
On n'en parle vraiment pas assez. Donc aujourd'hui, les Français, ils ont de vraies préoccupations. Le système de retraite qui se désagrège petit à petit, le coût de la vie augmente, les impôts aussi, etc. Donc si je veux arriver à payer les études de mes enfants, si je veux arriver à partir à la retraite avant 68 ans et en profiter, ou tout simplement mieux placer mon épargne, lui donner un sens, des objectifs, je fais comment ? Mon métier, c'est juste ça, en fait, c'est remettre l'humain. Et tu interviens comment, du coup, auprès des gens qui ont des besoins de conseils et qui n'arrivent pas à les trouver ? C'est-à-dire ? Ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est comment on arrive à toi et comment tu mets en place les échanges. Alors, comment on arrive à moi ? Alors, souvent, c'est de la recommandation parce qu'on apprécie ma démarche. Et après, au niveau du rendez-vous, le premier rendez-vous, dans tous les cas, il faut savoir que les rendez-vous sont offerts, tous, du premier au dernier. Donc, vous allez me dire que, Camille, comment tu gagnes ta vie ? C'est des négociations avec les partenaires qui me rétrocèdent une partie des frais. Donc, déjà, c'est pas un frein. Déjà, le frein financier, il n'y en a pas. Donc, le premier rendez-vous, c'est la découverte des objectifs. C'est découvrir, qu'est-ce que tu as envie de faire demain ? Est-ce que tu penses que le sujet de préparer ta retraite, est-ce que le fait d'acheter une maison, le fait de voyager, de placer mieux ton épargne, etc., de financer les études des enfants, c'est déterminer en fait quels sont tes objectifs et déterminer l'horizon. Est-ce que c'est un horizon court, moyen terme ? Voilà, c'est simplement ça l'idée. Et moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'était, après, j'imagine que c'est selon le dossier, selon la demande, mais il y a beaucoup de rendez-vous. Avant de passer à l'action, il y a vraiment une étude à faire, peut-être, sur le... Oui, il y a une étude, effectivement, de l'objectif. C'est souvent ce qui est oublié, mais ce premier rendez-vous, il dure en moyenne 2 heures, donc c'est que de l'échange. Et en plus de ça, après, il y a un deuxième rendez-vous où c'est vraiment l'étude de la situation financière et fiscale, parce qu'on a ce qu'on veut et après, on a ce qu'on peut. Et c'est seulement lors du 3e rendez-vous que là, je délivre justement mes préconisations. Voilà. Donc, d'accord. Le process est un peu... Du coup, concrètement, on peut dire que toi, tu fais des études patrimoniales, si je me trompe pas, et tu t'adresses juste aux entrepreneurs ou aussi aux particuliers ? Je fais les entreprises, je fais les chefs d'entreprise et je fais aussi les particuliers. D'accord, ok, c'est bon à savoir. Voilà. Donc ça dépend vraiment de l'objectif de chacun. Il n'y a pas vraiment, en plus de... Il y a des solutions, il y a des outils, mais il n'y a pas de profil type. Parce qu'une même personne, par exemple, on peut prendre le même âge, on peut prendre les mêmes revenus, on peut prendre la même situation financière et fiscale. Ce qui va vraiment différencier, ça va être les envies de la personne. Parce qu'il y a des solutions qui sont hyper optimisées, mais il faut surtout trouver une solution qui corresponde à la personne. Et alors, question un peu... qui va s'adresser d'ailleurs un peu à tout le monde sauf à Marjorie, parce qu'on en a un peu parlé déjà tout à l'heure. C'est pas contre toi. Non, j'attends. Est-ce que dans vos métiers, donc Coralie et Camille, est-ce que l'IA pour vous ça représente une aide ou il y a quand même un petit danger avec ce truc-là ? Moi, je vois pas le danger parce que encore une fois, je pense que c'est ce qui rejoint nos 3 métiers. Le cœur de notre métier, le cœur du sujet, c'est l'humain et c'est bien la seule chose qui manque dans l'IA. Je compléterai avec le fait que l'intelligence artificielle, elle est intéressante en tant qu'outil, mais par contre, moi je travaille sur les émotions beaucoup. Les émotions, c'est ce qui fait l'humain. Une intelligence artificielle n'aura jamais d'émotions. Alors, justement... Ouais, j'avoue, si j'avais pas. On y est presque. C'est là, pour l'instant, l'IA, l'AI comme vous voulez, on arrive à détecter les émotions et il y a des gros travaux sur le fait qu'elles puissent elles-mêmes en générer et ressentir les reproduire. Ouais, les reproduire, ouais. Oui, ça reste une machine qui est en face. Oui, dans Terminator, excuse-moi, mais les machines, elles ont pris le dessus et nous, on n'est plus rien. Dans Matrix aussi, dans plein de films, c'est les machines qui gagnent. Donc, à un moment, voilà. Après, sur certains métiers, là, on est sur de la gestion d'émotions, par exemple. L'IA, elle remplacera pas. On peut, dans tous les cas, demander des choses à l'IA et on peut être guidé, mais ça remplacera pas l'humain qui accompagne vraiment et qui répond à toutes les problématiques. Pour moi, c'est vraiment un non-débat là pour l'instant, surtout pour certains corps de métier. Et encore une fois, ça reste un outil. Et je tiens quand même à préciser que les clients qui viennent nous voir pour être accompagnés ou pour avoir un résultat, etc. Et en fait, ils le font parce qu'ils n'ont pas envie de le faire eux-mêmes ou qu'ils n'ont pas la capacité de le faire eux-mêmes. Donc encore une fois, l'IA,
accessible ou pas, parce qu'il y a des IA qui sont payantes et d'autres non, ça reste un outil, et il faut le maîtriser, et il faut aussi aller chercher l'outil et savoir s'en servir. En fait, il y a des personnes qui vont même pas aller chercher l'outil. Donc encore une fois, voilà, c'est à quel degré votre client veut que vous soyez là pour lui, en fin de compte. C'est vrai. Après, l'IA, c'est un nouvel outil. C'est juste ça, c'est un outil supplémentaire, parce que si je veux avoir des conseils sur le coaching des entreprises, si je veux prendre une photo, j'ai mon téléphone portable, si je veux ouvrir une assurance vie, j'ai des assurances vie sur Internet, 0 frais. Et pourtant, justement, ça fonctionne pas pour autant, parce que ça dépend de ce qu'on recherche. Si on recherche justement un mélange entre la démarche humaine et l'expertise, on va se retourner vers des professionnels comme nous. Je pense que voilà, l'IA existe et c'est complémentaire, mais ça ne fait pas tout et ça ne satisfera jamais tout le monde. Exactement. C'est un outil, un facilitateur, tout simplement. Mais après, c'est toute la différence entre le contenu gratuit générique et la prestation personnalisée. Ouais. Donc c'est toujours l'humain, encore une fois, qui est au cœur des métiers. Oui. Ouais. Exactement. Et qui freine du coup peut-être aussi on va dire l'envahissement de l'IA sur le professionnel. Ouais, c'est ça. Et de toute façon, moi j'ai Mais du coup, si on fait une espèce de petite philosophie de la radio, le fait que les gens aillent plus vers les prestataires que vers de l'IA pour beaucoup de choses, parce que l'humain c'est important, etc. Il y a un échange, il y a quelque chose d'important pour aller là où on veut vraiment et être en confiance, etc. Est-ce que du coup c'est pas aussi un bon moyen, en allant vers des humains, de pouvoir reporter la responsabilité sur quelqu'un d'autre? C'est-à-dire que Marjorie, t'es venue faire mes photos, je t'ai engagé, c'est super. Du coup, t'es un peu responsable de ce que tu vas me livrer. Ouais, c'est pas ma faute. Si tu fais un truc pourri, ça n'arrive jamais. Mais du coup, c'est pas ma faute. Pareil sur mes placements, pareil sur moi et comment je vais me gérer dans mon bien-être, vie pro, vie perso. C'est dur à dire, hein. Ouais. C'est encore plus dur à dire que Camille Kierkegaard. C'est relatif. Oui, c'est vrai, tout est relatif. Mais toi, t'es entraîné aussi, c'est pas pareil. Mais du coup, est-ce que dans le fait que l'humain, est-ce que sur l'humain, sur le fait que tout le monde dise mais moi j'ai besoin de l'humain, j'ai besoin de rencontrer les gens, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part une espèce de petit ça me permet de dire ok, j'ai fait confiance à quelqu'un, maintenant à lui d'assurer, quoi. Alors je te laisserai répondre après, mais j'ai envie de dire que c'est un comportement qui est typiquement humain, de vouloir responsabiliser l'autre. Non, mais c'est la vérité. Replacer le mot humain. Non, mais c'est la vérité en fait. Hein. C'est comme ça. Psychologiquement, on est programmé comme ça. On préfère responsabiliser l'autre que se responsabiliser soi-même. Bien que en développement personnel, on se responsabilise aussi. Hein. Mais en fait, si tu fais appel à une IA, une intelligence artificielle, tu peux très bien dire, en fait, c'est sa faute à elle, parce que c'est juste un outil que tu prends. Et donc, tu t'aides avec. Mais en fin de compte, s'il y a un truc qui se passe mal, si, je sais pas, ton placement, il foire, tu diras, c'est pas de ma faute, c'est l'IA qui m'a recommandé ça. C'est la même chose, en fait. Ou alors, j'ai pas compris le fond de ta question, mais pour moi, en fait, la question de la responsabilisation, elle est la même avec une IA, avec un outil, ou avec une personne. La différence que l'IA, c'est... Tu lui dis ce qu'elle a à faire, mais si elle fait mal, c'est que toi, tu t'es mal exprimé. Tu vois ce que je veux dire? Pas forcément. Et tu peux pas en vouloir à l'IA. Au pire, l'IA, elle a mal fait parce que t'as pas mis les bonnes données, etc. Tu n'as pas su, en fait, lui demander de te produire ce que tu voulais. L'humain, c'est quand même plus facile. Et ça peut être la même chose, hein, sur l'humain. En fait, c'est pareil, c'est la personne qui est en face, donc l'artisan qui est en face, ou le prestataire de service. En fait, c'est pareil, on va aller chercher un cahier des charges, on va aller voir le client en lui demandant qu'est-ce que tu veux. Et c'est pareil, si tu t'exprimes mal, au final, tu peux ne pas avoir ce que tu veux. Après, la seule différence, c'est que nous, en tant que prestataire, on peut corriger le tir et on peut dire, ok, peut-être qu'on s'était mal compris et donc on va aller on va corriger, en fait, on va rectifier. Alors que une IA, au final, je crois qu'elle peut dire pardon, mais... Calmez-vous, Marjorie, s'il vous plaît. Je vous sens tendu. Non, pas du tout. Très politicien, ça. Est-ce que... La notion de responsabilisation est importante, et c'est vrai que si chacun, quand il y a quelque chose qui nous convient pas, on se posait la question, est-ce que moi j'ai tout bien fait avant d'accuser les autres, le monde serait différent. Par contre, nous sommes biologiquement programmés pour vivre en communauté, pour vivre entourés d'humains. C'est le centre de notre vie, donc on pourra pas s'en passer, en fait. Et Camille est d'accord.
Oui, totalement d'accord. Après, le c'est lui, c'est pas moi, ça a toujours existé et ça existera toujours, peu importe quelle nouveauté arrive sur le marché, que ça soit l'IA ou autre chose. Donc, en fait, c'est simplement savoir ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut avancer tous ensemble, on veut se faire grandir mutuellement, ou on utilise simplement des outils et justement, on reste sur nos téléphones, on reste derrière nos ordinateurs. Ça dépend simplement de comment on a envie de faire les choses. Donc cette émission aurait pu s'appeler l'émission de l'humain. Exactement. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on se retrouve tous les quatre dans cette même pièce, c'est qu'on avait envie effectivement, même si on est devant des micros, etc., on avait envie de se retrouver tous les quatre physiquement et d'échanger sur d'échanger sur le sujet. Voilà, l'humain encore une fois, et je pense que ça sera partout dans tous les métiers, l'humain est partout et l'intelligence artificielle ou autre n'y changera rien. Eh ben je suis bien d'accord. Tout le monde est d'accord ? Ouais. Bon c'est parfait. On va arrêter dans 30 secondes du coup parce qu'on a déjà dépassé l'horaire. On refait un tour de table rapidement pour comment on vous contacte, Camille Kirkor. Alors, et on s'entraîne à le prononcer avant de rencontrer Camille, s'il vous plaît. C'est ça. Alors Camille Kirkor, Kirkor. Vous pouvez me trouver sur Internet parce que je suis aussi visible sur LinkedIn. J'ai mon site Internet Camille Kirkor. Vous pouvez m'appeler. J'ai des bureaux qui sont du côté de Pont-de-Beauvoisin, donc je peux vous recevoir avec grand plaisir. Je me déplace aussi sur toute la Savoie et les départements limitrophes. Voilà, donc vous pouvez me trouver assez facilement. Merci Camille Kirkor. Marjorie Deveau. Alors moi, Marjorie Deveau, D-E-V-O-T, donc vous pouvez retrouver sur mon site internet www.marjoriedeveau.fr. J'ai aussi Instagram, tout pareil, Instagram, Facebook, et puis après j'ai aussi mon podcast qui s'appelle Au-delà de nos étiquettes, qui est disponible sur Spotify, Amazon et Apple Podcast. Merci. Et enfin, Coralias. Coralie As, donc H2A et un seul S, c'est l'inverse de l'avocat. Donc sur tous mes réseaux, donc forcément LinkedIn, Instagram, Facebook, sur Internet, et puis toutes mes coordonnées sont en ligne, ou au pire, vous contactez le nouvel entrepreneur qui vous donnera mes coordonnées. Je vais devenir secrétaire. Tout va bien. Comme je suis secrétaire de tous les invités, un peu comme le médecin généraliste qui est la secrétaire des vrais médecins. Je vais me faire des amis avec ça. Ouais. On va se quitter là-dessus. C'était une émission intéressante et humaine. Et je vous remercie toutes les trois déjà d'y avoir participé. Et merci à vous tous qui avez suivi. On vous souhaite un bon appétit et à tout bientôt.